Personnage principal, Asdinamed Chaouch. Bienvenue dans Personnage principal à Radio Nova. On pense que la réalité, elle a dépassé la fiction. Donc en fait, on se sert de la fiction pour analyser l'actualité. Et une fois par semaine, on va à la rencontre des premiers rôles de l'actualité. Aujourd'hui, avec notre perso principal, notre main caractère, on va parler du casting du film le plus important pour les politiques, La Conquête de l'Élysée. Le personnage principal d'aujourd'hui, elle propose ça, donc un casting. C'est la démocratie, chacun a évidemment le droit de vouloir être candidat, mais je le dis très sincèrement, à la fin, il faudra une candidature unique de la gauche et des écologistes. Moi, j'y suis prête. Donc la directrice de casting de la gauche, dont vous venez d'entendre la voix, c'est Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes et conseillère régionale des Hauts-de-France. Elle est notre personnage principal. Bonjour, ça va, vous allez bien ? Parfaitement bien. On va parler casting. C'est les Français, les directeurs de casting. Et surtout les électeurs de gauche écologistes dans la primaire. Ça y est, elle est déjà partie. Moi, je veux juste organiser le fait qu'il y ait un casting. Après, vous choisissez. On va en parler. On va parler donc casting, mais pas que. On va parler aussi scénario catastrophe, si on parle d'écologie. Personnages secondaires, caprices de stars aussi. Alors vous avez donc lancé ce grand casting, une primaire élargie, on peut dire comme ça, de la gauche. Mais pour le moment, les têtes d'affiche, on n'a pas vraiment l'impression qu'elles veuillent passer l'audition. Hein. On est d'accord ou pas ? Il y en a qui tentent la traversée de l'Atlantique en solitaire, là, mais ça va être très très long pour eux parce que non seulement je peux vous dire que cette primaire aura lieu, je peux même vous donner la date, à l'automne 2026. D'accord. Deuxièmement, je peux vous dire c'est large l'automne quand même. L'automne, ça a 3 mois quoi. Allez, octobre. Deuxièmement, je peux vous dire que les écologistes y auront été pour beaucoup parce que cette primaire, nous l'aurons arrachée, nous aurons tout fait pour qu'elle arrive, nous aurons contribué à la façonner, à y travailler avec d'autres. Et troisièmement, je peux vous dire que les absents auront tort. D'accord, oui, parce que justement, il y aura quand même des absents parce que si on parle primaire... Il y a les présents déjà, est-ce qu'on peut se dire ? Soyons positifs. La France a besoin de positivité. Alors, il y a qui en présent ? Donc, il y a déjà Clémentine Autain, François Ruffin, le Parti Socialiste, en tout cas la direction du Parti Socialiste qui représente le Parti Socialiste. J'ai compris qu'il y en a qui n'étaient pas contents chez eux. Genre Olivier Faure, quoi. Nous allons les convaincre. Il n'est pas tout seul, Olivier Faure, quand même. Donc il y aura une primaire. Les écologistes, nous désignons notre candidature le 8 décembre. Donc je suis candidate et il y a Walid aussi qui l'est. Donc c'est les adhérents qui vont choisir. Mais de toute manière, on s'entend très bien et on sera tous les deux partie prenante de cette aventure en duo. Voilà. Et puis, vous voyez bien que, en fait, on est dans un moment qui raconte quoi ? On a Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon qui racontent toute la semaine que l'un est le parfait repoussoir de l'autre, c'est vrai. Que c'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, à la fin, à force de raconter ça, ça va être ni l'un ni l'autre. Vous allez voir qu'ils vont passer des semaines à s'invectiver, des mois. Même si le RN, d'ailleurs, finissait à l'Élysée, ils invectiveront encore pendant des mois pour expliquer que c'est la faute de l'autre. Non, c'est toi, non, c'est toi. Donc, on va être clair. Je ne connais aucun électeur de Jean-Luc Mélenchon qui va se réveiller un matin en ayant eu un flash social-démocrate en disant ça y est, la social-démocratie, c'est ma vie, c'est ça que je veux faire. Je ne connais pas beaucoup d'électeurs de Glucksmann qui vont dire j'ai une révélation, en fait, je suis fan de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc là, maintenant, je vote pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je comprends que certains veulent plus jamais voter insoumis, que d'autres veulent plus jamais voter social-démocrate. Et bien, écoutez, nous, les écologistes, on est au milieu. On a un projet clair, un projet d'avenir qui améliore le quotidien et qui protège vos lendemains. Et donc, on va proposer une chose simple, sans aucune animosité envers personne à gauche. On proposera quelque chose de différent, de fédérateur, d'enthousiasmant, parce que la France a besoin d'espoir. Et on va le faire très sereinement. Mais donc là, vous faites déjà campagne, merci. Je comprends bien, il y aura des primaires de primaires, parce qu'à gauche, au PS, il faudra désigner leur propre candidat à la primaire. J'ai pas trop compris comment ils allaient faire, mais ils ont dit après les municipales. Ça me paraît un peu tard, mais c'est leur choix et je leur souhaite bon courage. Vous-même, vous n'êtes pas seul chez les écolos. Mais ce sera... Le 8 décembre, les adhérents votent. On a déjà eu un débat. Ça fait beaucoup de dates. Hein. La gauche, il y a un calendrier, il faut vraiment avoir plein de stylos, plein de stabilos. C'est une élection présidentielle, c'est sérieux, ça prend du temps et on fait les choses bien. Donc le 8 décembre, vous donnerez le nom de la candidature écologiste. Et puis après, en campagne. Et sans les deux personnalités aujourd'hui qui sont présentées comme les deux mastodontes de la gauche, vous pensez que ça sera crédible ? Mais ils ne vont pas pouvoir tenir comme ça très longtemps, je vous le dis. J'entends leur discours. Je ne pense pas qu'on peut enlever à Jean-Luc Mélenchon ou à Raphaël Glucksmann d'être des personnes qui ont l'antifascisme chevillé au corps dans leur discours et qui savent en parler avec beaucoup d'emphase. Mais l'antifascisme, c'est pas de la rhétorique. À un moment, c'est des travaux pratiques. Et que vous pouvez pas vous enfermer dans votre attitude solitaire qui conduira là où on voit bien que ça va nous conduire. Et je le dis,
Moi, je serai, si tout va bien, désignée le 8 décembre par les adhérents des écologistes et ensuite candidate à la primaire. Je n'y vais pas pour faire figuration. Si je gagne, j'en serai très honorée. Je mettrai toutes les forces que j'ai dans cette bataille parce que la bataille politique qu'on va mener en 2027 et avant en 2026, c'est, quel que soit l'âge de vos auditeurs, je leur dis, la bataille politique la plus difficile et la plus risquée que nous n'ayons jamais menée. Donc, soit c'est moi et je donnerai tout ce que j'ai, et si c'est pas moi, eh ben je soutiendrai celui qui a gagné. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à dire ça ? Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, je les entends dire qu'ils se projettent vraiment à l'Élysée. C'est quand tu les entends, c'est vraiment ils se projettent, ils sont quasiment sûrs de gagner. Bah alors, si tu es sûr de gagner l'Élysée, pourquoi tu as peur des électeurs de ton propre camp ? Comment t'expliques ça ? Ça marche pas. Et donc moi, je le dis, si je ne gagne pas cette primaire, je soutiendrai celui qui a gagné. Pourquoi ? Parce que c'est les électeurs de gauche et écologistes qui l'auront choisi. Donc ils ne peuvent pas se tromper. Ils ont forcément raison, ils sont légitimes quand même. Et malheureusement, le scénario semble un peu écrit d'avance pour la présidentielle de 2027. Je dis malheureusement, j'aime pas le défaitisme. Bon, en tout cas, ça va être dur. C'est mon analyse. C'est le RN qui devrait péter le box-office. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui transpire. En tout cas, ce que disent les sondages. Les scénarios, en général, c'est pour qu'il y ait du suspense. Puis après, paf, il y a un truc qui se met en place. Là, quand même, on voit l'extrême droite très très haute. Et la division de la gauche... Il est chiant ton film. Si il se passe à la fin ce qu'on pensait qu'il se passerait au début, c'est vraiment très chiant. Malheureusement, les films catastrophes, ils font beaucoup d'entrées. Et la division de la gauche, elle a quelque chose un peu pathétique de l'extérieur, celle que vous décrivez. Les électeurs de gauche là, qui vont vous écouter, il y en a pas mal sur Radio Nova. Je continue la métaphore. Dans les films, il y a aussi des héros. Mais moi, je ne crois pas aux surhommes et aux surfemmes. Je crois aux alliances. Je crois au mouvement. Et je peux vous le dire, je ne suis pas parlementaire. Donc, je ne suis pas enfermée en hémicycle sur le budget toute la semaine. Et je remercie vraiment celles et ceux qui le font avec beaucoup de talent. Mais je passe la plupart de mes semaines sur le terrain, par Mons et par vous, dans tous les territoires, à aller discuter avec les Français. Et je peux vous dire que je rencontre tous les jours celles et ceux qui font que ce pays, à bout de bras, est en train de tenir. Des fonctionnaires, des associatifs, des gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire, des gens qui donnent du temps, de l'énergie, de l'amour. Bon, il y en a beaucoup dans ce pays. Mais ils tiennent ça à bout de bras. Les associatifs, d'ailleurs, ont défilé avec ce slogan « ça ne tient plus ». Et c'est pas que les associations qui le sentent. Moi, je peux vous dire, j'ai rencontré plein de fonctionnaires, d'entrepreneurs qui disent « on va lâcher ». Alors, vous savez, c'est l'image de la barre fixe. Si vous leur dites « allez, il faut tenir encore 10 ans », le mec, il lâche ou il dit « non, ça ne marchera pas ». Si tu dis « on tient jusque 2027 », ça, c'est possible. Et donc, notre responsabilité, c'est de nous mobiliser pour gagner. Vous avez raison, il faut sortir de l'entre-soi, de la gauche qui parle avec la gauche, de la gauche pour la gauche toute la journée. J'en ai ras-le-bol. J'ai des adversaires qui sont macronistes, parce que je conteste ce qu'ils sont en train de faire. Il y a tellement de victimes de ce projet de loi de finances là que c'est intolérable. Les radios associatives, les emplois d'insertion, les personnes qui sont au RSA, au chômage, de longue durée, en situation de handicap, à qui on propose du travail adapté. Il y en a 60 000 qui vont perdre cet emploi sur 300 000. Et en même temps, on supprime la prime de Noël pour les gens au RSA en disant oui, ça va les motiver un petit peu. On supprime la prime de Noël si vous n'avez pas d'enfants. Parce que c'est bien connu, quand vous n'avez pas d'enfants, vous ne faites péter pas Noël. Vous n'avez pas de parents, de frères, de sœurs, de neveux, de nièces, de voisins, d'amis. Vous ne voulez pas améliorer l'ordinaire le soir du réveillon, et à 600 € par mois, on n'améliore pas l'ordinaire. Donc c'est délétère. Et donc on doit dire que ça, c'est inadmissible. Et on doit dire aussi qu'il existe une autre alternative que le Rassemblement national. Et moi, je ne suis pas résignée, et je vous dis à tous, tenez bon, nous arrivons. D'ailleurs, vous parlez du RN, vous avez souvent assumé être l'autre Marine, puisque vous partagez le même décor. Hénin-Beaumont, notamment, comme Marine Le Pen. Comment on fait pour la combattre dans son fief ? Alors, les fiefs, c'est pas le plus simple, puisque comme vous l'indiquez, c'est un fief. Alors, c'est un fief relatif, puisque je précise que Marine Le Pen aime tellement ce territoire du bassin minier du Pas-de-Calais et qu'elle habite toujours à Saint-Cloud. C'est quand même assez paradoxal pour quelqu'un qui est censé être tombé en amour de cette ville où moi, je suis née, j'ai grandi et je continue d'habiter avec grand plaisir. Et donc, vous savez, moi, je le dis à tous les militants de ce pays, parce que j'en croise beaucoup qui sont dans un territoire très, très dur, des territoires d'adversité, qui ont le mérite de s'y battre avec beaucoup de courage, qui disent pas, allez, je vais me parachuter là où c'est plus facile. Et souvent, j'en ai qui disent, bah voilà, là, j'ai perdu, on a perdu, qui se remettent beaucoup plus en question d'ailleurs que ceux qui sont là-haut, qui disent, bon alors, les nazes, moi j'ai été élu au premier tour, qu'est-ce que vous avez fait ? Et je leur dis, c'est pas de votre faute individuellement. Quand vous avez des vagues comme ça au niveau national, vous pouvez pas lutter tout seul sur votre territoire, parce que vous faites du porte-à-porte, vous allez ouvrir quoi, maximum 40 portes par jour, convaincre peut-être 2 personnes. Et il y en a qui rentrent tous les jours dans le salon des gens, c'est ceux qui passent à la télé. Donc c'est pour ça que moi aussi, je me suis engagée au niveau national
nationale. Donc ça, c'est important. Et je le dis aussi, donc il faut que celles et ceux qui passent à la télé aient conscience qu'ils ne parlent pas juste à ceux qui habitent le même arrondissement qu'eux, mais à tous les Français. Mais il faut aussi qu'on se dise qu'on a un problème avec les médias dans ce pays. Et je le dis dans une radio avec laquelle je n'ai pas de problème. Mais franchement, on a un petit sujet de personnes qui sont tellement riches. Alors quand vous êtes très très riche, au début, vous achetez des sacs à main, des maisons, des voitures de sport, allez, super yacht, jet privé. Puis à un moment, vous avez tellement d'argent que vous dites, tiens, je peux acheter le pouvoir, je peux acheter l'opinion. C'est ça qui est en train de se passer. Avec quand même quelqu'un comme Elon Musk. Vous savez, moi, on parlait c'était la COP là, à Belém. Moi, j'ai fait la COP 15 à Copenhague en 2009. Ça date. Bon, on avait des petits panneaux. There is no planet B. Il n'y a pas de planète B. Bah lui, il dit, si, en fait, moi, on va aller habiter sur Mars, foutu pour foutu. Donc, en fait, il crame tellement tout qu'il dit, alors, on va plutôt faire la planète B maintenant. Tout le monde ne pourra pas y aller. Il faut une place dans ma fusée. Soyez très gentils avec moi. Enfin, c'est quand même délirant. Et on voit sur les réseaux sociaux, objectivement, je le vois quand je mets le mot écologie dans un tweet, j'ai 25 likes. Quand je parle de n'importe quoi d'autre, j'en ai 1000. Et donc, on voit bien que l'algorithme fait en sorte que même les gens qui sont écologistes, qui sont encore sur Twitter, bon courage, et qui me suivent, le tweet n'apparaît même pas dans leur timeline, il est invisibilisé. Alors, c'est pareil avec le féminisme. Enfin, on a quand même un vrai sujet. Justement, démocratique. On parlait du RN et de Marine Le Pen. Vous imaginez-vous ce twist de folie, un second tour à la présidentielle, Marine contre Marine ? Vous y avez pensé déjà à ça, scénario ? Je crois comprendre qu'elle pourra peut-être pas se présenter. Pour l'instant, c'est pas encore définitif. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas de problème avec la justice. Non, mais est-ce que vous l'avez déjà imaginé, ce scénario de folie alors déjà 2 femmes, ça serait quand même une avancée en finale. Et Marine contre Marine. Est-ce que pour vous, ça serait une bonne nouvelle que 2 Marines s'affrontent en finale de la présidentielle ? Alors l'écologie au 2e tour de la présidentielle, ce serait une excellente nouvelle. Allez, boum, ça et je le dis aussi. Marine non, attendez, mais je vais répondre. Mais je le dis, ce ne serait pas l'écologie seule. Parce que si je suis au 2e tour, c'est parce que je serai candidate de la gauche et des écologistes. C'est pour ça qu'on veut faire une primaire. Ensuite, Marine Le Pen, je serais ravie de pouvoir enfin débattre avec elle, parce qu'elle fut le débat. J'ai fait un débat avec elle en 2012. Campagne législative, il y avait Jean-Luc Mélenchon, moi j'étais là, c'était ma première campagne. Marine Le Pen, on se retrouve en débat France 3. Franchement, c'était assez spectaculaire parce qu'elle était devenue tout de suite très agressive. Voilà, elle avait un peu perdu ses nerfs. Et puis après, elle a toujours refusé de débattre. Aux élections législatives suivantes, mon maire, Assemblée nationale, ne veut pas non plus faire de débat. Voilà. Le seul débat qu'il y a, c'est le conseil municipal. C'est pratique, c'est lui qui a le micro. Et je rappelle qu'au dernier, c'était la semaine dernière, il était 9h10, qu'il m'avait déjà, suite à une question normale sur un problème pas normal de crèche, qu'il a pris la crèche municipale, il a donné au privé à People on Baby, qui est un scandale national sur comment ils gèrent leurs salariés, les enfants, etc. Donc je pose une question normale, très sereine. Et au bout de 10 minutes, il m'avait qualifié de pire que Staline. Bon, je vois pas le rapport ni avec la crèche ni avec moi. Attila Tondelier, puis taliban hystérique. Il m'a dit que j'étais une taliban hystérique. C'est bien connu qu'il y a les talibans dotés d'un utérus et les autres qui, eux, ne sont pas du tout hystériques. Ceux qui n'ont pas d'utérus, ça n'avait aucun sens. Et quand je dis, mais vous vous rendez compte quand même de ce que vous dites ? Il répond, oui, vous êtes une mère vert aussi. 9h10. Pour vous montrer que ces personnes ont quand même pas grand-chose à répondre sur le fond. Jordan Bardella, d'ailleurs, a toujours aussi refusé de débattre avec moi. Enfin, on a quand même un petit sujet. Donc, enfin, ce débat aurait lieu et les Français pourraient choisir. Et ce serait une manière de réhabiliter un prénom qui, aujourd'hui en France, quand on prononce le mot Marine, on ne pense pas à Marine Tondelier, on ne pense pas à la Marine nationale, on pense à Marine Le Pen. Le problème de Marine Le Pen, c'est pas juste son prénom. Je pense que d'ailleurs les Français choisiraient, et je pense que j'ai plus de chances de l'emporter au 2e tour que des gens qui polarisent tellement. Là, il y a un sondage qui sort ce matin. Jean-Luc Mélenchon au 2e tour. La gauche, dans ce sondage, fait entre 30 et 35% au premier tour. Jean-Luc Mélenchon, s'il se qualifie au 2e tour, en fait 25%. C'est-à-dire que tous les gens de gauche votent même pas pour lui contre Marine Le Pen. Alerte quand même. Il nous a parlé de la magie du 2e tour. C'est comme ça qu'il allait gagner. Enfin, moi, je ne vote pas pour David Copperfield. J'aimerais qu'on soit représenté au 2e tour par quelqu'un qui a une stratégie. Et moi, je pense que l'écologie peut fédérer déjà toutes les voix de gauche et aller chercher des voix de personnes qui votent plutôt centre ou à droite, mais qui sont des vrais démocrates, des vrais républicains, qui ont fait le Front républicain en 2024, qui les referont cette fois-ci si c'est une candidature qui leur paraît respectable. Et moi, je sais, j'étais encore hier avec quelqu'un qui me disait j'étais au Sénat pour la droite, mais vous, voilà, j'aime bien comment vous faites, je vous fais confiance. Bon, bah voilà. Cran par cran, on va y arriver. Mais, donc Marine Le Pen, le problème, c'est pas juste son prénom, c'est ce qu'elle fera de la France. Mais c'est vrai que, m'appelant moi-même Marine, j'ai un petit problème avec ce qu'elle a fait de mon prénom. Je le rappelle dans mon livre Demain, si tout va bien, qui est sorti début octobre. La pub. Être jeune, s'appeler Marine à Hénin-Beaumont, c'était quand même pas évident. Moi, je me rappelle qu'elle arrive, alors c'était Le Pen, puis d'un coup, il fallait cacher le nom Le Pen, donc c'était devenu Marine.
Et elle a privatisé ce prénom pour mieux effacer cet héritage des Waffen-SS, les chambres à gaz, c'est un détail de l'histoire, fallait cacher tout ça. Et c'était Marine, éleveuse de chats, qui fait des pétunias, c'est ce qu'elle avait raconté à Ambition Intime, elle plantait ses pétunias. Bon, c'est pas que ça le Rassemblement National, désolé. Et je me rappelle de soirées où c'était la chanson Diams, j'avais 20 ans, je faisais j'allais dire des booms. Vous pensiez qu'elle était pour vous, la chanson ? J'appelais pas ça des booms à 20 ans, mais non, mais je me rappelle de tous les copains qui chantaient Marine. Et vous savez, il y a 17 fois le prénom Marine, comme dans cette chanson, c'est très très long. Donc t'as un vrai prémendonge, mais dis-moi ce qui te prend. Et Marine. Et tout le monde me regarde en disant Marine. C'est bon, on a compris la 17e fois. Allez le dire à quelqu'un d'autre. Et je rencontre tout le temps des gens qui s'appellent Marine qui me disent merci de réhabiliter ce prénom. J'avais même une journaliste qui m'avait suivi, qui faisait un podcast. Elle s'appelait Marine, elle faisait un podcast sur plein de marines qui se plaignaient de s'appeler Marine. Voilà. Moi, en tout cas, je m'appelle Marine parce que l'année de ma naissance, ma mère avait lu dans Paris Match que Michel Platini, qui jouait chez Les Verts, hasard, je ne pense pas, avait appelé sa fille Marine. Et donc, elle a dit, tiens, j'aime bien. Vous n'avez pas de nièce qui s'appelle Marion, vous ? Pas de nièce qui s'appelle Marion ? Non. Ok. Pas de grand-père qui s'appelle Jean-Marie ? Non plus. Mais Marine ne s'appelle pas vraiment Marine, elle s'appelle Marion Anne Perrine. Parlons à l'état civil. Parlons de scène coupée, parlons d'écologie. Pourquoi c'est toujours la scène coupée des campagnes présidentielles ? Pourquoi l'écologie passe toujours au second plan ? Tout le monde dit que c'est hyper important avant, mais au final, ça disparaît toujours au montage final. Vous êtes d'accord avec ça quand même ? Alors je suis très d'accord et je le déplore. Vous voyez, là en ce moment, il y a des coupes budgétaires sur l'écologie qui sont horribles. C'est pas moi qui perds ni l'écologie, c'est les Français. On leur supprime les primes pour rénover leur logement, on leur supprime les primes pour changer de voiture, on supprime le fonds vert, il est divisé par 4 alors que c'est ce qui permet d'aménager nos villes et de faire en sorte que vous ne soyez pas trop inondés dans l'avenir ou que les chaleurs soient supportables. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais ce phénomène que vous décrivez, il a un nom. Ça s'appelle le syndrome de l'autruche. Les neuroscientifiques l'ont documenté. Le syndrome de l'autruche, c'est quoi ? C'est qu'en 2025, tout le monde sait. Même Donald Trump, il sait au fond de lui. Mais il y a un mécanisme de verrouillage mental parce que c'est trop dur. Et ce syndrome de l'autruche, c'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment un mécanisme de protection. C'est le même mécanisme qui fait que si vous passez un examen médical qui vous fait un peu peur, vous n'allez pas chercher les résultats, vous n'osez pas les ouvrir. Ou que si vous êtes très très surendetté, courage à ceux qui le sont, qui nous écoutent peut-être, vous n'allez plus regarder votre compte en banque et vous ouvrez plus les factures. C'est pareil avec le climat. C'est-à-dire qu'on sait au fond de soi, mais c'est tellement violent, on sait tellement pas quoi faire individuellement, on n'a pas prise individuellement, que du coup, on se bloque. Et donc ça donne de la colère, du déni, etc. Et ça, je dois le dire, il faut qu'on en tire les leçons chez les Verts. Parce que longtemps, on a cru naïvement qu'on devait être des lanceurs d'alerte et que le moment où tout le monde aurait compris qu'on avait raison, du coup, les gens voteraient pour nous et ça sauverait la planète. On a cru que les rapports du GIEC suffiraient. Et malheureusement, ça n'est pas vrai. Et donc, on doit s'adapter, et y compris dans notre manière de porter le sujet. Parce que si j'arrive en vous disant ce que je pense sincèrement, c'est-à-dire que les enfants qui naissent cette année, personne ne sait... ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable quand ils auront 30 ans. Si je vous dis qu'il y a 1 million d'espèces qui sont en train de disparaître dans le monde et que la France en compte plus que les autres pays du monde, en fait, vous êtes là, verrouillage. Vous êtes là, je ne veux plus entendre. Ne changez pas de chaîne, j'arrive avec des solutions. Mais tout ça pour vous dire qu'on est... On a raison de continuer à porter le constat parce qu'il faut quand même qu'on l'ait en tête, mais on doit tout de suite apporter derrière des solutions et de l'espoir. Parce que si vous dites aux gens « c'est foutu, tout est noir, il n'y a plus d'espoir », les gens ils disent « je vote pas pour eux, c'est foutu ». Alors elle dit qu'il n'y a pas de problème climatique, mais du coup elle raconte des choses sur... Vous voyez, il y a un truc qui est compliqué. Regardez, sur l'immigration, c'est le même schéma. On fait peur aux gens. Pourtant, ce discours, il porte. On leur dit, il va y avoir une submersion, c'est horrible. Les gens, pourtant, ils écoutent. L'inverse, c'est que ce constat-là, il est faux. Le mien, il est vrai. Je parle pas de la véracité, je reprends votre métaphore de la maladie, du cancer incurable. Et vous avez raison que rarement le savoir a été aussi éloigné du pouvoir. Et ça, c'est un vrai sujet qu'on a aujourd'hui. On fait plus de la politique sur des faits réels, mais sur les sentiments des gens. Et moi, je suis pour qu'on réhabilite l'émotion en politique. On peut pas faire de la politique avec des rapports du GIEC et de la raison. L'émotion est importante, mais on peut pas non plus raconter votre veste verte, par exemple, votre veste verte, c'est de l'émotion. Oui, c'était pas fait exprès, mais j'ai compris qu'elle avait joué le rôle de doudou pour les électeurs. C'est pas celle-là. Maintenant, j'ai un petit verre forêt pour l'hiver, un verre sapin de Noël. Faire de la com, en fait. Faire de la com politique, alors qu'avant, vous n'en faisiez pas vraiment les verres. Mais c'est pas de la com politique, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu les vestes vertes, tout le monde s'en foutait. Il se trouve qu'on m'a apporté le jour du NFP une nouvelle veste. J'en ai essayé 3 ce jour-là, parce que ma veste, je l'avais achetée en seconde main. C'est bien d'acheter des vêtements de seconde main, c'est bien pour la planète. Mais bon, il se trouve qu'après l'avoir mise pendant 2 ans, elle était très élimée. Et donc, j'avais dit, je me rappelle, on avait les chefs de parti d'AFP, j'avais dit, toi, tu fais moins de blagues. Toi, faut que tu essayes de sourire, tu vois, en mode, si vraiment les gens sentent un truc qui a bougé chez nous, ils vont
dire c'est en train de se passer un truc, et on devait susciter ça en début de campagne. Donc c'est la conférence de presse de lancement du NFP quand on avait scellé l'accord. Et moi je dis je mettrai une veste, que j'en achète une nouvelle qui est un peu mieux. Et j'envoie évidemment j'avais pas dormi, moi j'ai pas l'endurance des skippers du Vendée Globe, donc au bout de 5 nuits à pas dormir, j'étais très fatiguée. Et donc je dis tu m'en ramènes 3, et donc il m'en ramène 3, j'essaye les 2 premières, ça ne va pas du tout, et la 3e je dis celle-là elle va bien, mais elle est quand même très très verte. Et il me dit oui c'est dans 10 minutes, donc ciao. Et les gens, il y a eu cette image de photos de famille qui s'affichait, donc j'ai vu effectivement que c'était très très vert par rapport à tous les costumes gris sombres. Et c'était parti, c'est-à-dire que les gens disaient tu viens en déplacement mais tu prends ta veste, n'oublie pas ta veste. Et à un moment j'ai failli leur dire je vais envoyer ma veste en déplacement puis moi j'irai autre part, comme ça on pourra se démultiplier. Et donc c'est ce que les psys appellent, on fait beaucoup de psychanalyse ce matin, c'est ce que les psys appellent un objet transitionnel, genre un doudou pour les enfants. C'est-à-dire que les gens disaient cette veste me rassure. Voilà. Alors, je sais pas si c'était peut-être aussi un peu ce qu'il y avait dedans et ce que je disais, mais il y a eu ce truc qui s'est passé à ce moment-là, c'est comme ça. Marine Tondelier, il n'y a pas que les vestes vertes dans le programme des écolos. On a du mal à comprendre aussi votre vision de l'écologie. J'ai découvert un nom de scène qu'on vous donne un peu, la Macron verte. Vous le trouvez comment, ce nom de scène ? J'ai jamais entendu ce truc-là de ma vie. Sur les réseaux sociaux, il y a... faut pas arrêter de passer autant de temps sur Twitter avec les bots russes. Non, le côté, est-ce qu'elle est... Macron verte. Oui, est-ce qu'elle est libérale? Soit ça veut dire que je vais gagner la présidentielle, donc je suis d'accord. Et que vous allez dissoudre l'Assemblée 2 fois. Mais peut-être que je respecterai les résultats à ce moment-là. Et que peut-être que Pascal Praud sera pas au courant avant mon Premier ministre. Mais pour être plus sérieuse, moi, écoutez, je vois pas comment on change la vie des Français sans un programme de rupture. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça ne tient plus, tenez bon, nous arrivons. Tenez bon, nous arrivons, c'est pas pour faire la même chose. Enfin, ma vie politique depuis 9 ans maintenant est consacrée à combattre l'injustice sociale, l'inaction climatique de ce mandat d'Emmanuel Macron et le délitement démocratique aussi qui s'y joue. Donc, m'expliquez pas que je suis une Macron verte. Non, mais c'est dans la sphère militante, on va dire, il y a quand même des écolos plus radicaux que vous. Et alors, vous n'aimez pas le côté peut-être libéral, peut-être plus centriste. Comment vous vous placez où? Parce que je comprends rien à ce que vous expliquez. Je m'appelle Marine Tondelier, je suis candidate à la présidentielle, je suis écologiste depuis 2009. Je n'ai eu qu'un parti, j'ai pas zigzagué au gré du vent. Mais il y a des courants chez les Verts qui sont forts. Oui, il se trouve que le mien a fait 73% au dernier congrès et que jamais ce parti n'a été aussi rassemblé. Donc voilà, nous portons une ligne qui est une ligne crédible parce que nous, le changement, nous ne faisons pas qu'en parler, nous le mettons en place dans beaucoup de territoires de ce pays et peut-être bientôt au niveau national. Nous portons un programme de rupture avec le macronisme, mais qui est un programme bien plus réaliste que les macronistes eux-mêmes. Le mot réaliste, voilà. Attendez, c'est un mot plutôt de centriste, pardon. Mais vous avez des vous êtes tendus, il faut arrêter le café. Non, je on dis n'est pas tendu ici, pourquoi on a le temps de parler. Parce que j'ai constaté, je suis une jeune femme écologiste du Pas-de-Calais. J'ai compris depuis bien longtemps dans ma vie politique qu'il y avait des gens, pas moi, mais qui par principe bénéficiaient d'une présomption de crédibilité, parce qu'ils avaient le bon costume, les bons diplômes et les bons réseaux. Et donc quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, ça avait l'air très très sérieux. Emmanuel Macron, quand même, nous a expliqué à l'époque qu'il était un Mozart de la finance. Il n'a pas dit « je suis fort en finance, j'ai des idées ». Il a dit « je suis un Mozart de la finance ». Ça vous montre déjà le degré d'humilité. Bon, moi je pense qu'il faut plutôt des Mozart de l'empathie. Alors je dis Mozart, j'ai cherché l'équivalent féminin, il n'y en a pas parce que toutes les compositrices sont invisibilisées, dont la propre sœur de Mozart, à qui je tiens à rendre hommage avant Prantelle aujourd'hui. Choisissez-la aujourd'hui. Personne ne la connaît, donc ça ne marchera pas comme Mozart. Et c'est un problème. Mais du coup, vous voyez, on a fait des politiques complètement coupées de l'empathie, de la tendresse, du respect humain, de dignité élémentaire qu'on doit aux gens. Et Jean-Michel Crédibilité, là, il a quand même commis l'exploit de faire 1000 milliards de dettes en plus en 8 ans. Et on était à 2000, on arrive à 3000. Donc c'est 1000 milliards en partant de 2000, c'est quand même énorme. Mais à la limite, la dette, c'est comme la chasse. Il y a de la bonne dette et de la mauvaise dette. Bon, là, c'est de la dette qui ne répare pas les inégalités sociales. Il y a 9,8 millions de pauvres dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de pauvres depuis 30 ans, depuis qu'on mesure la pauvreté. Et dans le même temps, les 500 familles les plus riches ont vu leur fortune en 30 ans multipliée par 14. Donc la fable du ruissellement, tout ça, ça suffit. Donc il a fait ça sur les inégalités et il n'a pas préparé l'avenir sur l'environnement. Donc à un moment, je ne peux rien pour lui. Et donc être réaliste, c'est dire ça. Ça, c'est très réaliste. Les écologistes sont beaucoup plus lucides sur les constats socio-environnementaux que tous les gens qui nous gouvernent. Alors justement, pour reprendre ce mot réalisme qui vous fait un peu bondir, et non pas libéral ou Macron verte. Mais réaliste, c'est bien d'être réaliste pour s'occuper des vrais problèmes. Mais je ne pense pas que les macronistes le soient. Alors, on a l'impression justement que les écolos, ça c'est historique, vous êtes bloqués entre deux scénarios. Vous êtes pris entre la volonté de faire un film, on va dire, d'auteur authentique, en parlant à vos militants, à la base, et l'autre voie, celle de faire peut-être un blockbuster, comme on dirait, qui va décevoir les fans de la première heure. Et on se dit comment réussit à être populaire, exigeant
et réaliste. C'est quand même toujours le. Oui, mais ce que vous votre racontez dilemme. là, excusez-moi, c'est le dilemme de tout politique, en Mais réalité. encore plus chez les écolos, il y a toujours eu quand même. Mais vous voulez absolument que ce soit pire chez nous, je Non. vous assure que non. Je Bah, vous historiquement, rassure. je vois les scores. Mais Non, mais la droite parle d'une seule voix quand elle choisit. entre la guillemets, droite parle d'une Non, seule mais voix, quand vous vous elle- foutez de moi en élection présidentielle. Attendez, j'ai fait des réunions à l'Élysée avec Retailleau et Wauquiez qui disaient déjà pas la Je même parle chose. historiquement sur les campagnes Bah présidentielles. là, historiquement, vous On- n'allez pas être déçus. on- D'ailleurs, Bruno Retailleau, je ne on- sais pas si quelqu'un a des nouvelles, je n'en ai pas. C'est bien la preuve que Bruno Retailleau, sa bulle était liée à la fonction qu'il occupait, ministre de l'Intérieur, et pas à son talent Bon, personnel. du moins l'extrême droite, Depuis elle qu'il n'y est parle plus, on d'une n'entend seule plus voix, par parler. exemple. Non, mais il y a cette question de choisir toujours un peu. Avant la prochaine scission. Et, Zemmour, non. Non, Mais- non, mais entre comme ça, ces deux voix, en fait, toujours parler à la base et toujours parler au maximum. Et c'est ça la difficulté Mais oui, pour mais les écoles. c'est mon travail. Mhm. Et par ailleurs, je pense qu'il y a, dans ces cas-là, je ne sais même pas si c'est une recette, pour moi c'est une évidence et c'est instinctif. En fait, il suffit d'être sincère, de rester soi-même. Et moi, je vous le dis, je ne fais pas un pied dehors sans qu'on vienne me voir en me remerciant, 1, de ce qui s'est passé à l'été 2024, 2, de ne pas changer, et 3, en m'exhortant à ne rien lâcher. Et je le dis, 72% des électeurs du Nouveau Front Populaire demandent par exemple une candidature commune à la présidentielle. Alors peut-être que dans l'idéal, ils ne veulent pas la même, mais en tout cas, là-dessus, ils nous disent « tenez bon ». Et je leur dis, tenez bon, nous arrivons. Donc c'est très simple. Et il y a même des gens, ça m'étonne toujours, qui disent, vous, on vous aime bien, vous n'êtes pas comme les autres. Bon, alors ça peut être positif ou négatif. Ils disent qu'on aime bien chez vous, Oui. c'est quand vous parlez, on comprend. Et ben moi, ça m'effare quand même que le point fort chez moi, ce soit vous, c'est pas comme les autres, quand vous parlez, on comprend. Ça m'inquiète quand Mais même. personne m'a fait ça. Pour l'État. Arrêtez de prendre un café, ça prend pas comme l'a fait, ça là. Allez, Bon, bah, vous voyez, j'ai grandi à Hénin-Beaumont, peut-être que ça m'a. ah bah justement. Dans la vie, on a pu me dire parfois, gna gna gna, tu parles pas français, je sais pas quoi, tu fais trop de blagues, ça va pas. Il se trouve que ça change aussi la manière de faire de la politique en étant sérieux, sans se prendre trop au sérieux. Voilà. Vous parlez de votre enfance, vos origines. On a une question toujours origin story. là. Ouais, c'était le coron, si vous voulez. C'est votre origin story. Vous dites souvent, je viens du bassin minier. Et vos ennemis disent, ouais, elle aime s'inventer ça parce que son père il est médecin, sa mère elle est pharmacienne. Vous répondez quoi à ça? Bah, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que j'ai jamais dit je viens d'un milieu Ouais. précaire et j'ai connu la pauvreté dans mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse et je mesure ce que ça veut dire dans un pays où on voit beaucoup d'adultes abîmés qui sont en fait d'anciens enfants maltraités. C'est pour ça aussi que j'ai choisi le sujet de l'enfance. Je le dis, cette société n'est pas bienveillante envers les enfants et tant qu'on continue à ne pas en parler de un enfant tous les 5 jours qui meurt sous les coups de ses parents, de un enfant qui est agressé sexuellement ou victime d'inceste toutes les 3 minutes dans ce pays, on n'en parle jamais. Et ben moi j'en parle. Et je vous ai parlé là vraiment des violences ultimes, et je peux vous parler de la précarité des enfants, du stress de Parcoursup, je suis intarissable. Donc l'enfance est un sujet à chérir, et je le sais parce que j'ai grandi dans un territoire où c'est très difficile. Et pour celles et ceux qui me donnent depuis certains beaux quartiers de Paris des leçons sur mes origines, c'est comme les commentaires Twitter que je n'ai même pas lus mais que vous lisez pour moi, Non, ça me j'ai pas passe de au-dessus. Twitter. C'est pas J'ai sur Twitter. grandi, non seulement je suis née dans cette ville, j'y ai été à l'école publique, j'y ai grandi et j'y vis encore par choix parce que vraiment je ne me vois pas vivre ailleurs, c'est chez moi. J'adore ce territoire, il fait ce que je suis. Pierre Bachelet d'ailleurs disait, grâce à eux je sais qui je suis. C'est comme ça. C'est terrible. Moi l'endroit où je suis née, le jour de ma naissance, j'avais 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien. Ah oui, c'est ça. J'avais les chiffres. encore rien fait, mais juste j'étais née là, c'était comme ça. Donc il y a la précarité qui tue, il y a et ça, je suis pas concernée par ça, mais par contre la santé environnementale, l'air est pollué, l'eau est polluée, on n'a pas le droit de boire l'eau du robinet quand on est enceinte. Et quand je suis devenue élue en 2015, Ah, c'est fou, je savais pas. c'est à cause tous les obus de la guerre mondiale, de la première guerre mondiale, qui continuent de se désagréger dans le sol. Premier conseil à l'agglo, dans les premières années, j'arrive à l'agglomération, j'étais la seule écolo, puis je dis mais l'eau du robinet, on n'a pas le droit de la boire quand on est enceinte, mais toutes mes copines enceintes, personne ne le sait. Pourquoi? On me dit ah non, faut surtout pas le dire, c'est anxiogène. Ah bon, donc en fait, faut pas boire l'eau du robinet, mais faut pas le dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de la boire, sinon ça les inquiète. Je ne comprends rien. Donc vous voyez, si j'étais pas née là, si j'avais pas grandi là, je serais pas écologiste peut-être, enfin si je serais devenue comme tout le monde, mais et peut-être je ferais pas de politique. Donc c'est pour ce territoire que j'ai envie de me battre et je vais continuer et c'est là que j'ai envie de vivre. Ça n'est pas un sacrifice, c'est ce territoire et ses habitants que j'aime. Et vous C'est comme l'aimez ça. et vous faites des allers-retours. Voilà. Et c'est vrai qu'on le sait. Et les gens qui sont pas contents, c'est pareil. Pour caler des interviews avec vous, il y a des jours où vous êtes là et d'autres où vous êtes là-bas. Et Voilà. c'est important. Arrêtez de me proposer des matinales le lundi matin, je conduis mon fils à l'école. Je voulais pas donner d'infos. Alors j'aimerais vous parler d'un film. Non, mais juste pour Oui, ajouter pardon. là-dessus que le fait de venir du bassin minier, c'est pas juste pour défendre le bassin minier. Ça me donne une conscience de ce que ça veut dire de venir d'un territoire méprisé de la République. 80% du territoire géographique, c'est les ruralités. Il y a 1500 quartiers populaires dans ce pays. Il y a les territoires dits d'outre-mer, il y a les montagnes, il y a les littoraux qui subissent aussi. Enfin, quand vous habitez sur le littoral aujourd'hui, vos enfants, vos grands-parents, enfin, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents sont peut-être nés là. Vous ne pourrez pas vous loger. Donc il y a des problématiques spécifiques et ce pays est très jacobin.
Macron avait dit, je vais faire la décentralisation. On l'a attendu, elle n'est jamais venue. Et donc aujourd'hui, on a un pays, il y a un livre qui est sorti de Francis Brochet qui s'appelle « Quand le parisianisme écrase la France », qui montre que, bon, évidemment, il y a des endroits dotés et sous-dotés, mais vous savez, où vous habitiez en France, vous payez des impôts sur le revenu. C'est le même niveau, selon vos revenus, quoi, pas selon votre territoire. Et bien ces impôts, ils font une redistribution inversée. Parce que si vous habitez dans le Doubs, vous n'aurez pas le même nombre de dépenses du ministère de l'Agriculture pour vous que si vous habitez à Paris. Donc la répartition des dépenses publiques vient accroître. Chaque année, c'est une inégalité. Donc, vous payez les mêmes impôts, vous n'avez pas le même accès aux soins, pas le même accès aux services publics, pas le même accès à la culture, pas le même accès au transport public. Ça suffit. Je serai une présidente de la République qui fera attention à ça. Quand je vous parle d'empathie, c'est ça, c'est une attention à l'autre, une attention au territoire, une attention sur le sujet de la solitude. Un Français sur 4 qui se sent seul, on n'en parle jamais. Comme un peu Jacques Chirac, la présidente des territoires. Il se sent seul, Jacques Chirac. Il mangeait des pommes et ça, je lui souhaite qu'elle soit sans pesticides. Mais vous voyez, au Japon, au Royaume-Uni, il y a des ministres de la solitude qui s'occupent de ce sujet tout le temps. En France, on n'en parle jamais. Donc non seulement tu es seul, un Français sur 4, 750 000 personnes âgées en situation de mort sociale, c'est-à-dire qui ne compte plus pour personne, ce mot est horrible, mais dit ce qu'il dit. La tranche d'âge qui se sent le plus seule, 25-39 ans, ça montre à quel point l'entrée sur la vie active est devenue difficile. Et moi, je souhaite que les gens seuls ne soient pas en plus seuls dans leur solitude. On va vous aider. J'aimerais vous parler d'un film décevant. Enfin, c'est vous d'ailleurs qui en parlez le mieux. On écoute. Je ne dis pas que les COP sont parfaites, je dis qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'autre outil pour avoir tous les pays du monde quasiment autour de la table et discuter. La COP, la réunion annuelle... C'est un propos de l'année dernière, mais c'est toujours décevant. Oui, la réunion annuelle des États pour fixer les objectifs environnementaux. Vous y croyez encore, peut-être, vous allez nous le dire. Pourtant, avec la COP 30, on vient de le voir, récemment. Le bilan est unanimement qualifié de décevant. Ce n'est pas l'heure de tirer le rideau. C'est un euphémisme. Ouais, c'est pas l'heure de tirer le rideau pour ces COP, allez, disons-le, inutiles. Le problème, c'est que je n'ai pas de meilleur outil. Donc, je veux bien qu'on dise, on arrête en plus les COP. Ah, c'est sûr, on sera plus déçus de la COP, mais il y aura même plus de COP. Ça mobilise des États, ça nourrit beaucoup d'espoir, et à la fin, c'est toujours tout ça pour ça. Alors, j'ai nourri de l'espoir pour les COP. Moi, j'étais, je vous le dis, ce qui fait que je me suis engagée complètement en politique, c'est ma première COP en 2009 à Copenhague. Ça ne me rajeunit pas. J'étais allée manifester en covoiturage depuis le Nord avec des jeunes écolos picards. Et j'ai une révélation. Et à cette époque-là, les COP, c'est vrai qu'on y croyait. Et puis, jusqu'à la COP de Paris, on y croyait. Puis après, le truc de « on y croit à fond ». Ah non, ça va pas marcher. On n'a même plus ça. On n'y croit plus à fond, en fait. Moi, je suis scandalisée quand je vois que le texte final de cette édition ne comporte aucune mention directe des énergies fossiles. Alors que les énergies fossiles, c'est 80% des gaz à effet de serre. Il faut quand même savoir que la France a emmené dans sa délégation officielle Patrick Pouyanné, PDG de Total, de qui se moque-t-on ? Qu'en réalité... il y avait 1600 lobbyistes des énergies fossiles à la COP, soit une personne sur 25. C'est-à-dire que vous êtes dans le couloir, tous les 25 personnes, vous en croisez une, au moins, qui est là pour saboter les négociations. Voilà. C'est un but contre son camp, quoi. C'est ça. Alors après, c'est sûr que tu ne peux pas discuter du climat sans avoir les personnes qui sont les principaux émetteurs. Mais alors, si c'est pour qu'ils se mettent autour de la table pour construire des solutions, pourquoi pas ? Si c'est pour effacer le mot énergie fossile du texte final, c'est un problème. Et donc, je le dis, que chacun se rende compte qu'au moment des accords de Paris, on disait ce qu'il faut sauver, c'est au maximum 1,5 degré de réchauffement climatique au niveau mondial. Là, les rapports qui sont sortis avant la COP, on n'en a parlé dans aucun média. Maintenant, les rapports du GIEC qui sortent. C'était le rapport du PNUE des Nations Unies. Ça fait plus d'effet, ouais. Ça montre qu'il y aura plus de 2,3 à plus de 2,8 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Il faut savoir que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. Donc en France, ça donne plus 4, plus 5%. Je veux juste qu'on se rende compte, ne verrouillez pas votre cerveau, syndrome de l'autruche, nous avons des solutions, mais je veux juste qu'on se rende compte que à plus 5 degrés, les vaches laitières, l'été, de mai à septembre, elles sont en stress thermique. Elles ne peuvent plus produire de lait. Que les cultures maraîchères, elles brûlent sur pied dans plusieurs régions de France, que sur la sécheresse, mais aussi d'un autre côté sur les inondations, que sur la température qu'il fera et le côté invivable de certains équipements publics, des EHPAD, des écoles, où de mai à septembre, on ne pourra plus travailler ou vivre. C'est ça qui va se passer. Et donc, d'un côté, on ne fait pas en sorte que ça aille mieux. Là, les émissions de gaz à effet de serre de la France, ça ne baisse pas du tout. Enfin, on ne respecte même pas nos propres engagements des accords de Paris. Comme l'Angleterre, par exemple, on supprime les trucs et on supprime les dispositifs qui marchaient. Donc et en plus, qui étaient bons pour la justice sociale. C'est un scandale absolu. Mais de l'autre côté, on ne prépare pas notre pays à l'avenir. On sait qu'on va être dans un pays à plus 5% et on supprime le fonds vert
divisé par 4 en 3 ans, qui permettait aux villes de s'adapter, de faire en sorte que leur gymnase fonctionne avec des énergies renouvelables, de faire en sorte qu'on aménage les bords de tel cours d'eau qui a tendance à déborder pour limiter l'inondation, qu'on mette des îlots de fraîcheur pour se préparer des températures caniculaires. Donc franchement, c'est un zéro pointé, c'est la honte et c'est la France. Qu'on arrête de donner les leçons au monde entier et qu'on commence par nous-mêmes. Et comme j'ai une formule dont je suis fier, je vous la balance. Est-ce qu'il y a des good cop et des bad cop? Là, il y a plutôt des bad cop en ce moment. Ouais. Il n'y a pas, on va essayer de mettre un good cop à la tête de ce pays, mais on a perdu votre ingé son qui a eu il a bien aimé la trop de blagues pour la matinée. Bad cop, ouais. Je ne sais pas s'il rigole d'un air franc ou s'il se moque. Je crois qu'il aime bien. Non, il aime bien parce que je pense que c'est une bonne question. C'est parce que je ne sais pas qui l'emploie, mais je crois qu'il ne peut pas répondre à autre chose. Moi, je suis de son côté. Non. Je suis pour qu'il ait la vérité et le droit de dire la vérité sur cette blague. Comme vous expliquez c'est le seul outil, on peut dire qu'il y a des semi-bad ou semi-good cop. C'est difficile d'expliquer aux gens que ça sert à rien. Non, mais oui, mais là, je parle personne ne comprend. Je parle ça va très mal. Voilà. Engagez-vous. Oui. Lesécologistes.fr. Rejoignez-nous. À partir de 1 € prix libre. Allez, comme vous voulez pas exactement répondre à mon good cop, je continue. Il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est qu'il ne faut pas regarder une série avec vous. Vous êtes la reine du spoil. J'explique. Oui, je m'explique. En plein reportage de Quotidien au salon du Made in France, vous avez diffusé une séquence avant même la diffusion du sujet sur TMC. Vous êtes même allé arracher le micro de Paul Gasnier. Vous nous expliquerez ça après. Journaliste pour Quotidien où j'ai travaillé, on va être franc, transparent. Je ne vous ai jamais arraché le micro, vous pouvez témoigner. C'est vrai. Paul Gasnier et Yann Barthès n'étaient pas très contents d'ailleurs. Elle nous dit qu'on parle que de sujets de politique politicienne, qu'on parle jamais des vrais enjeux, on parle jamais d'écologie, alors qu'évidemment on parle très régulièrement d'écologie dans l'émission. Mais je voulais revenir sur les coulisses de cette petite vidéo parce que Marine Tondelier... Et surtout on fait ce qu'on veut. Surtout on va pas se faire donner des leçons par Marine Tondelier. Absolument. Exactement, et moi aussi. Alors vous avez changé de rôle, vous Jean-Luc Mélenchonisé ou pas? Voilà. On peut pas poser des questions quand on peut même pas. Bon. Premièrement, c'est quoi le making-of de cette séquence? Voilà. Premièrement, j'ai toujours été en soutien des journalistes en France, dans le monde, qui sont victimes de choses inadmissibles. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Deuxièmement, Quotidien, vous y avez travaillé, vous le savez, on a vécu une séquence épique de chasse à courre. Nous avons sauvé un cerf, il faut quand même que vos auditeurs le sachent. Après, ils ont voulu me faire un procès pour... Ils ont dit que j'avais pas sauvé le cerf parce que 4 fois sur 5, il survivait. Puis, ils ont dit que j'avais fait un délit d'entrave à la chasse. Faut savoir, j'ai sauvé le cerf ou j'ai pas sauvé le cerf. Et j'ai même vu dans Chasson Magazine que j'avais été surprise en train de faire de l'entrave à la chasse dans la forêt de Rambouillet. Mais comme nous étions à Compiègne, j'espère qu'ils visent plus juste avec leurs fusils qu'avec leurs articles. Bref, c'était un grand moment. Là, c'est la chasse à courre. Là, c'est la chasse à Quotidien. Bon, enfin, non, mais Quotidien, c'est dans leur méthode d'aller un peu titiller, tourner un peu en dérision les politiques. Moi, j'aime bien, moi. Et, oui, mais moi aussi. C'est une émission que je regarde. Ils se foutent de moi, ça me fait rire. Ils disent des trucs sympas sur moi, ça me fait plaisir. Et c'est la vie, quoi. C'est comme ça. On est politique. Si vous pensez qu'à chaque truc négatif sur nous, on se met à pleurer, dans ces cas-là, on ferait plus ce métier. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'on est au salon du Made in France. Je veux parler du Made in France et quand même d'écologistes et la COP, etc. Il y avait ce chiffre de 3,5 degrés que j'ai réussi à placer dans cette émission parce que je ne démords pas, je donne les chiffres que personne ne donne. C'est mon travail. Et donc, question sur Mélenchon. Et tout ça pour dire, en plus, Mélenchon, on en parle trop, arrête de poser des questions sur lui, on en parlera moins, tu vois, si ça te dérange. Mais je comprends pas. Ils ont posé des questions sur Chine aussi. Il n'y a pas que sur Mélenchon. C'était après. Ils ont quand même posé toutes les questions. Ce détail a son importance. Et donc, je finis par dire, je peux prendre votre micro. Et donc, il hésite un peu en disant, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, il vous l'a arraché? Je l'ai arraché, rien du tout. Franchement, ça va. Il y a des gens qui ont vécu des choses violentes dans leur vie. Ce moment n'était pas un truc violent. Voilà. Et donc, je dis, je peux le prendre. Il hésite un peu. Je prends le micro et je dis en rigolant, je regarde la caméra en disant bon, écoutez, je vais vous parler de la COP, personne n'en parle. Et je dis à la fin, voilà, donc si vous voulez que je parle, posez-moi des questions là-dessus. Vous me dites qu'on parle trop de Mélenchon, posez-moi des questions là-dessus, je parlerai de climat et plus de Jean-Luc Mélenchon. Allez, ciao. Et je pars et il y a ce ralenti où c'est Paul Gasnier, c'est ça qui s'appelle, il me regarde dans un air de détresse en mode qu'est-ce qui vient de se passer. Et il se trouve que l'équipe, c'est même pas mon équipe, c'est quelqu'un qui a accompagné un député qui avait filmé, qui m'envoie le truc en disant comme par hasard, mais il savait pas que. Ah oui. Vous savez, Quotidien, ils donnent pas rendez-vous en disant dans 3 minutes, je te pose une question, Jean-Luc. Ils sont arrivés dans l'allée, elle filmait. C'est un bon réflexe, on va dire, bon réflexe de votre équipe. Mais c'est pas mon équipe, c'est même pas mon équipe qui a filmé, donc voilà. Et donc on met la vidéo pour rigoler en disant un peu l'arroseur arrosé, pour voir si Quotidien a autant d'humour que nous sur le reportage. Manifestement non, c'est pas très grave. Mais quand j'ai vu, on m'a dit Marine, au secours, bad buzz, ils ont diffusé toute la séquence, ils disent que t'as arraché le micro, que t'es pire que Jean-Luc Mélenchon, ce qui dans la bouche de Quotidien vraiment veut dire beaucoup. Bon, je dis ok, on va regarder le truc. Et j'ai regardé sur Instagram, j'ai pas regardé toute la vidéo, mais j'ai vu les commentaires.
Moi, je n'ai pas de service riposte. C'est bizarre, tout à l'heure, on m'a dit que vous regardiez sur pas les Instagram. commentaires. Alors, Instagram, Festival du Love. Ouais. N'allez pas lire les commentaires sur Twitter si vous n'êtes pas bien dans votre vie, il ne faut pas faire ça. Comme ça. Bon, c'est pas grave. Mais non, mais il y a des réseaux sociaux qui sont normaux et d'autres qui sont algorithmés par des gens qui nous veulent beaucoup de mal. Donc, c'est pas la même chose. Et les gens disaient, mais il faut faire une riposte. On n'a pas de service riposte. Là, il faudrait faire une riposte. Et je dis, attendez, je vais voir. Et je pense que la riposte est auto-organisée. Parce qu'en fait, les gens d'eux-mêmes disaient, violent, vous exagérez pas un peu. Et en fait, là, j'étais encore hier, il y avait le Grand Prix SACEM, donc j'étais au côté du monde de la culture hier soir. Et il y a même des journalistes qui venaient me voir en disant, franchement, le truc de quotidien, ils ont un peu déconné nos collègues parce qu'ils en ont fait des caisses sur un truc qui n'était pas grave et qui était drôle. En fait, ça a fait rire les gens. Donc voilà, je le dis, rien de grave. Paul Gasnier, tout va bien. Si vous vous êtes senti arracher le micro, je m'en excuse. Et j'espère que vous vous remettrez très très vite de cette séquence. À la prochaine. Allez, quand on invite un personnage principal engagé dans un parti politique écolo, on lui pose souvent des questions sur ses propositions liées au climat et à l'environnement. C'est normal, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai. Alors, merci d'en avoir parlé, c'est devenu rare. Alors on change une seconde scène. J'aimerais que vous me donniez 2 propositions concrètes sur des thèmes qui sont les thèmes phares favoris actuels dans la course à la présidentielle, celle par exemple du RN, mais que sollicitent aussi les Français. Je vais parler par exemple du pouvoir d'achat et de l'insécurité. Est-ce que vous pouvez me donner une proposition dans chacun des thèmes, on va dire sans lien direct ou exclusivement lié à l'écologie? Est-ce que ça, vous pouvez me le faire aujourd'hui? Vous savez que tout est lié quand même. Donc je vais vous faire des réponses qui sont liées à l'écologie quand même parce que mon programme est cohérent. Sur le pouvoir d'achat, c'est simple. Les 3 premiers postes de dépenses des Français et donc leurs 3 premiers sujets de préoccupation, c'est le logement, l'alimentation et le transport. Eh bien, les écologistes à la présidentielle porteront un bouclier social et écologique sur ces 3 dépenses. Donc, par exemple, sur les transports, c'est un ticket climat où, à un tarif accessible, vous pourrez prendre tous les transports en commun sur tout le territoire, que ce soit un autopartage, un bus, un métro, un train, etc. À un tarif accessible. Et puis aussi, aider les gens enfin à changer de voiture. On a fait acheter aux gens des diesels en disant l'État a incité financièrement. Une prime de changement de voiture. Non, mais les gens ont acheté un diesel parce que l'État leur disait d'acheter un diesel. C'est une prime, c'est ça, et tout d'un coup, ils ont dit au secours, les écolos, depuis 40 ans, ils ont raison, ils viennent de s'en rendre compte, c'est interdit maintenant, c'est criminel le diesel. Donc il faut les aider à changer de voiture, y compris, vous savez qu'on peut, avec le rétrofit, changer juste le moteur de la voiture. Et donc ça coûte beaucoup moins cher et votre véhicule n'est plus thermique. Et ça, l'industrie automobile, ils disent non, ça ne marche pas du tout. Alors en fait, si, ça marche. Donc ça, c'est pour le transport. Pour l'alimentation, moi je propose une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a 42% des gens qui gagnent le SMIC ou moins dans ce pays qui se privent d'au moins un repas par jour et qui réduisent leur portion alimentaire. 53% réduisent leur portion alimentaire. Donc à un moment, c'est une question de dignité. On est en 2025, tout le monde devrait avoir à manger en quantité suffisante et avec de la bonne qualité. Moi, j'en ai marre qu'on m'entende dire, que j'entende dire oui, en fait, manger bien, sainement, c'est réservé aux riches. Ça ne devrait pas être un luxe. Donc sécurité sociale de l'alimentation pour permettre tout ça. Et puis sur le logement, on a parlé de la rénovation des logements. Quand on supprime 1 milliard d'euros sur ma prime rénov', c'est 100 000 logements en moins rénovés dans l'année, l'équivalent de toute la ville de Lille ou de toute la ville de Rennes. Et ça veut dire des factures très très lourdes, ça veut dire des problèmes de santé physique et psychique, parce qu'il faut savoir ce que c'est que d'avoir froid tout l'hiver. Et ça va juste, à la fin, jusqu'à la réussite scolaire de vos enfants qui n'arrivent pas à se concentrer sur leurs devoirs. Donc vous voyez, nous on propose des mesures qui font du bien, qui améliorent le quotidien, qui protègent le lendemain, et c'est un bouclier social et environnemental. Sur la question de la sécurité, en fait, il va falloir se dire à un moment que la sécurité, c'est pas juste que si nous en raconte. Oui, il y a des homicides dans ce pays, à peu près 1000 par an. C'est terrible, c'est toujours des drames, et il faut tout faire pour les combattre. Mais ce ne sont pas les écologistes qui ont baissé les effectifs de la police, c'est Sarkozy qui a supprimé 12 000 postes, et nous demandons une police de proximité, en plus du reste, pour pouvoir défendre au mieux chaque territoire. Mais la sécurité, ça ne peut pas être que ça. Pour vous sentir en sécurité, vous avez besoin de savoir que l'État vous aidera si vous êtes victime de violences intrafamiliales par votre mari ou par vos parents. Vous avez besoin de savoir que vous ne serez pas le ventre vide. Vous aurez besoin de savoir que si vous perdez votre emploi, vous n'aurez pas la nouvelle réforme Attal, je ne sais pas quoi, pour casser votre assurance chômage. Et la sécurité, c'est aussi l'environnement. À un moment où on peut tomber malade, à tout moment, de ce qu'on boit, de ce qu'on respire et de ce qu'on mange, comment voulez-vous vous sentir en sécurité? Et statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de mourir à cause des raisons que je viens de citer que d'un homicide raconté sur CNews. C'est ça la réalité. Donc je ne dis pas que les homicides, il ne faut pas s'en occuper. C'est un sujet très important. On doit être vigilant tout le temps et mettre en place les bonnes politiques publiques et les moyens qui vont avec. C'est ça aussi le service public. Mais on ne doit pas
occulter la vision qu'on a de la sécurité. Donc il faut une sécurité à 360 degrés. C'est celle que nous mettons en place dans les villes écologistes, où les effectifs de la police municipale ont été augmentés, où il y a vraiment des politiques innovantes qui sont mises en place et qui montrent leur efficacité, où les maires écolos d'ailleurs ont dû se battre avec l'État pour obtenir des moyens de police. Je pense à la maire de Besançon qui se bat depuis des années pour avoir une annexe à son commissariat, parce que l'état de son commissariat fait que les policiers ne bossent pas dans des conditions dignes et que les gens qui sont amenés à venir au commissariat ne sont pas reçus, y compris les victimes, dans des conditions dignes. Donc vous voyez, la sécurité, on s'en occupe tout le temps, mais complètement. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'ai quand même une ultime question. Si on était dans une série, on serait dans quelle série selon vous ? Baron Noir. Baron Noir. Baron Noir. Pourquoi ? Parce que je me rappelle quand je regardais cette série. Baron Noir, on explique pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un thriller politique qui a été diffusé sur Canal+. Inspiré du Parti Socialiste du Pas-de-Calais, dans lequel j'ai grandi. On disait, il y a des trucs, c'est un peu amplifié, je disais, pas trop. Bref. C'est une femme qui devient présidente. Exactement. Mais c'est inspiré de Dunkerque. Enfin bref, il y a Franck Rickwart, etc. Et qui devient président. Cadmerade. Voilà, Cadmerade. Et c'est vrai que c'est une série palpitante pour ceux qui font de la politique, mais pour les autres. Et je me rappelle un moment, en 2017, avoir appelé le scénariste. Non, c'était en 2020. J'appelle le scénariste Éric Bensekri, parce qu'on faisait un atelier aux Journées d'été des écologistes qui s'appelait Série télé quand la réalité dépasse la fiction. Et on avait organisé un atelier avec lui pour dire, alors les scénaristes, vous allez bientôt être au chômage. Parce que là, la réalité, le journal télé est plus innovant dans le côté théâtral que vos propres scénarios. Donc c'est un peu le thème de l'émission, la réalité dépasse la fiction. Et je me rappelle lui avoir fait un petit message en 2024 au mois du NEFPA en disant, bon là, les gars, vous pouvez plus suivre. Mais il y a une scène que j'aime beaucoup, je ne sais plus dans quelle saison c'est, où il y a tout ce truc sur Déconne pas Michel. Est-ce que ça vous dit quelque chose, de Déconne pas Michel ? Donc c'est, il y a Bisbee à gauche, réalité ou fiction, on ne sait pas. Et à un moment, le candidat le plus à gauche, bon, c'est un peu l'équivalent de Jean-Luc Mélenchon. Il y a les autres candidats qui disent Déconne pas Michel. Déconne pas Michel. Et donc j'ai envie de dire, déconne pas Jean-Luc, déconne pas non plus Raphaël, ne déconnez pas, on vous regarde, on vous attend et on va avoir besoin de tout le monde. Il était joué par François Morel, je crois. Exactement. Merci Marine Tondelier, ex-directrice de casting de la gauche, devenue Baron Noir. Non, j'ai pas dit que c'était moi, attention. Déjà, je suis verte et je suis pas une baronne. Merci en tout cas, on suivra cette primaire à gauche et bonne campagne. Plusieurs campagnes, vous en avez plein, donc je suis perdu. Là, on est en campagne tout le temps, mais d'abord les municipales, voter aux municipales, ça va être important. Et je vous donne des bonnes nouvelles quand même. Je vais dans plein de villes de gauche qui vont basculer à droite. Lorient, Metz, Mulhouse, je peux vous en citer plein comme ça. Tenez bon, nous arrivons. On verra ça, merci à vous. Merci à vous. Personnage principal, Asdina Metchaouch.